pleure depuis ce matin. Ça ne doit pas être de tristesse. Je ne le sens pas comme ça. Je suis au bord de la décomposition. Voilà, donc vous avez devant vous quelqu'un qui est en train de se décomposer, comme de l'eau. Ça tombe bien, puisque ce que je viens de vous montrer est assez surprenant, et l'interaction entre les vibrations, le son et l'eau. Voilà. Donc, alors la bonne nouvelle, c'est que nous sommes composés, d'après certains scientifiques, à 70% de notre masse sont composés à 70% d'eau. Mais d'après d'autres façons de voir d'un point de vue moléculaire, en réalité, nous sommes composés à 99% d'eau. Donc, nous sommes pratiquement, totalement, à 1% près de l'eau. De là à s'imaginer rapidement que nous sommes un océan, vous pouvez. Vous pouvez vous imaginer que vous êtes un océan. Non seulement vous êtes un océan, mais aussi nous sommes la vie. Nous ne sommes pas vivants, nous sommes la vie. Donc, je reviendrai là-dessus au cours de la conférence pour faire bien la différence entre je suis en vie et je suis la vie. C'est deux choses totalement différentes. Je reviens sur mon histoire de l'eau. Vous avez vu donc les sons. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si c'est harmonieux, ça produit de l'ordre, ça produit de belles choses en soi. 90%, 19% d'eau, ça veut dire qu'on interréagit en permanence avec tous les sons. Si c'est de la cacophonie, ces sons vont produire quelque chose de délétère et qui va nous amener vers un certain chaos intérieur. Donc, ça va nous amener aussi au thème de ce soir. Pourquoi la spiritualité au quotidien? Parce qu'en fait, c'est la vie, est-ce qu'il faut attendre pour la nourrir? Ou est-ce que, si on est la vie, c'est une nécessité et il faut commencer déjà et ne pas attendre? Nous sommes tous, que nous croyons ou non à la spiritualité, nous sommes tous vivants grâce au plan spirituel. Le plan visible, le manifesté, est soutenu automatiquement par un arrière-plan qui lui donne sa cohésion, sa cohérence. S'il n'y avait pas de cohérence, nous ne serions pas là. Personne ne serait là. Voilà, donc le plan spirituel, le thème de la spiritualité, ce n'est plus un choix, une option de vie, c'est une nécessité. Bien sûr, c'est moi qui vous le dis maintenant, après des années de travail, sur soi. Alors là aussi, je vous dirai ce que c'est, le travail sur soi. Le travail sur le moi aussi. Donc c'est la conséquence d'un chemin qui fait qu'il aboutit à des fruits, et ces fruits, c'est la félicité. Voilà, c'est la félicité dans tout ce que l'on vit, dans tout ce que l'on rayonne. Lorsque je regarde les images et que je suis dans l'état dans lequel je suis depuis ce matin, n'importe quelle image qui, bien sûr, représente quelque chose d'harmonieux, déclenche une émotion profonde, une émotion forte, qui fait que toutes les eaux de cet océan réagissent comme des vagues, se forment en mandala, sortent par les yeux, explosent, etc., etc. Voilà l'état dans lequel je suis depuis ce matin. Ça doit être certainement à cause de la conférence ce soir, hein, certainement. C'est-à-dire que je ne peux pas parler finalement du thème de la spiritualité si je ne vis pas 100% de la spiritualité. C'est-à-dire que pour moi, il ne faut pas que ça soit quelque chose anecdotique, hein, que l'on fait de temps en temps ou quand ça nous prend. Si vous voulez, la racine de la spiritualité, c'est spirare, c'est
c'est le souffle de vie. Le souffle de vie, ça veut dire respirer. On peut se passer de beaucoup de choses, mais on ne peut pas se passer de respirer sur cette terre. Donc, si on rapproche la racine de spirare avec le souffle de vie, ce n'est plus un choix. Vous ne vous levez pas le matin, vous ne vous couchez pas le soir, avec une idée de vous dire, est-ce que je dois respirer? Est-ce que je dois choisir cette option, c'est-à-dire respirer? Non, la spiritualité, donc c'est pas vital la spiritualité, c'est le principe de vie, c'est ce qui anime toute chose. Donc, nous au quotidien, on croit que nous animons quelque chose. Non, c'est ce plan-là qui nous anime. La problématique est toute la problématique de la découverte de ce que nous sommes réellement derrière nos masques égotiques. Cette problématique est comment je fais pour percer les nuages, comment je fais pour me débarrasser du dogme qui m'enferme et qui m'empêche de voir une autre réalité que celle qu'on m'a inoculée depuis ma tendre enfance, dès que je suis sorti du ventre de la mère. On m'a conditionné, on nous a conditionnés pour croire que nous sommes des choses, au milieu de choses, plus ou moins inertes, plus ou moins mobiles. Mais pas du tout, on ne nous avait pas préparés. On ne nous a pas préparés, on ne nous a pas conditionnés pour nous amener à penser que nous ne sommes que vibration, que chant, que son, qu'harmonie, lorsque bien sûr nos égos se taisent, lorsqu'ils ne sont pas trop pénibles, nous rayonnons, lorsqu'ils sont pénibles, nous grognons. Donc voilà, la difficulté pour tout un chacun, c'est comment je vais pouvoir me libérer, en quelque sorte, de cette chape dans laquelle je suis empêtré, que je ne vois pas forcément, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas très très conscient que je suis empêtré. Si vous êtes là ce soir, c'est que déjà vous avez suffisamment conscience que ce thème vous intéresse et que vous sentez aussi que vous avez certainement besoin encore et encore de revenir sur ce thème de mille et mille façons, de plein de façons, de plein de facettes, pour que, enfin, la lumière, je dirais, traverse vos volets clos. Au départ, ça traverse juste par les fentes. Et puis, petit à petit, on commence à ouvrir ces volets. Et puis, on voit les choses différemment, parce que la lumière les met en valeur. Et vous aussi, vous êtes mis en valeur à ce moment-là. Voilà, c'est toute cette problématique de cette libération de cette chape qu'on va traiter ce soir, hein, que je vais traiter avec vous. Donc, dans un premier temps, je me laisse parler. Hein, c'est un monologue. Je suis peinard, coolos. Et puis ensuite, si vous avez des questions, bien sûr, elles seront les bienvenues. Ça animera cette soirée. Pour l'instant, je suis tout timide. Hein, vous voyez, ce soir, je suis un peu gêné. Voilà. Mais en fait, je ne suis pas gêné, je suis différent. Voilà, c'est pas pareil. Je ne suis pas gêné, je ne présente pas de timidité. Pourquoi je présenterais de timidité? Comment un océan pourrait être timide? Comment le vivant, la vie de l'univers pourrait avoir peur? Je suis, vous êtes, la vie, elle ne s'arrête pas à notre petite histoire. Elle n'a pas d'arrêt. Vous êtes la vie qui ne s'arrête pas. Vous êtes le vivant. Vous êtes en vie dans un corps et qui vous fait croire à un spatio-temporel. Ce spatio-temporel vous fait croire à une fin de ce corps. Bien sûr, c'est vrai, nous le constaterons. Jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, personne n'y a réchappé, du point de vue énergétique et corporel. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est juste une tunique. Vous changez de vêtements tous les jours? Bon, mais là, c'est pas tous les jours, c'est tout. Hein? Vous attendez un peu. Voilà, c'est-à-dire qu'un jour, c'est 60, 70, 80, peu importe. La vie, la longueur de la vie n'est pas importante. C'est ce qu'on en fait.
C'est l'intensité dans laquelle nous nous trouvons. Si vous êtes persuadé que vous n'êtes pas cet ego conditionné et que vous êtes cet océan de vie, cette vie, il est temps de la célébrer. Il est temps d'arrêter d'avoir le petit bras, comme on dit. Hein? Il faut lâcher les coups. Hein? Il faut y aller. On célèbre. On ne fait pas la tête. Voilà, vous ne faites pas la tête, c'est bien. Quoique, il y en a peut-être. Hein? Mais bon, on ne va pas donner de... Bon. On est dans un monde... Enfin, tel que je le conçois maintenant, c'est un monde absolument merveilleux et tout est miraculeux. Miraculeux, pas dans le sens que ça pouvait être autrement, parce que ça ne pouvait pas être autrement, c'est miraculeux de le constater et de participer à ça. Voilà, c'est-à-dire de s'éveiller et de s'apercevoir que l'on est ce que l'on regarde. Alors je vais vous donner une petite anecdote aussi, qui n'est pas forcément très anecdotique, mais plutôt assez importante. Je suis tombé sur un petit reportage d'un physicien, un Français, qui s'appelle Marc-Henri. Et ce physicien, il est assez formidable parce que il fait placer, je dirais, tout ce qui est la physique avec ses problèmes mathématiques, il les transpose sur des niveaux de compréhension classiques, ordinaires, et qui peuvent s'appliquer à la vie de tous les jours et pour tout le monde. Il dit que dans 18 grammes d'eau, regardez la proportion, il y a autant de molécules H2O que d'étoiles dans l'univers. Dans 18 grammes d'eau. Ce qu'il dit aussi, je vais dire quelques éléments de ça, c'est que par rapport à ce que ça représente un nombre incalculable, ils appellent ça de la cohérence, je ne sais plus exactement les termes en physique, et ça représente des sommes astronomiques de possibilités de cohérence, et ça correspond à un disque dur, 18 grammes d'eau. Ça correspond à un disque dur de 1000 téraoctets, 1 million de gigaoctets, 18 grammes. Tout le monde pèse plus que 18 grammes. Bon, vous multipliez, et vous avez autant de disques durs à votre disposition. On est séparés les uns des autres par ce 1%. C'est ce 1% qui est conditionné et qui nous fait croire que nous sommes séparés. Ce matin, je vais sortir cette petite histoire maintenant, parce que tant que j'y pense. Ce matin, on vivait en groupe un cours de méditation. Et puis, je leur ai parlé d'une petite histoire d'un ethnobotaniste qui a vécu une quinzaine d'années d'expérience auprès de chamans en Amazonie. Et au début, il y allait pour évidemment étudier les plantes. Donc dans ses premières expériences, ça se faisait donc avec un chaman dans une hutte, et il croyait être le seul occidental à faire cette démarche. Et puis le jour J où il y a cette fameuse expérimentation avec le chaman, il voit arriver un autre occidental. Première réaction, entre occidentaux, c'est normal, je te connais pas et je te parle pas. Et déjà, tu viens dans mon territoire, je croyais être seul à vivre l'expérience, en gros, tu m'emmerdes. Donc, il se place, chacun d'un côté, 10 mètres de distance, surtout il faut respecter les 10 mètres, très important. La première façon dont on se présente tous, les occidentaux. Donc avec ces conditionnements, cette espèce de séparation, ce truc de moi, etc., etc. Attention, l'autre c'est un danger potentiel.
Hein, il risque de rentrer dans mon cerveau, hein, et de bidouiller. Là, c'est ce que je fais ce soir, faites attention. Hein. Donc, ils font l'expérience. Cette expérience, elle dure des heures et des heures. Et puis, à un moment donné, donc l'ethnobotaniste qui raconte son expérience, qui raconte cette rencontre, il dit, alors j'ai été assailli d'informations, etc., etc. Puis tout d'un coup, je me suis vu dans un vortex. Non, je partais dans un vortex. Et puis tout d'un coup est apparu l'autre occidental dans mon vortex. Il est venu dans mon vortex. Et en passant dans le vortex, il le regarde, comme ça, en souriant. Et lui, il voit passer le gars qui monte dans le vortex, alors que lui, il ne monte pas. Et il monte comme ça. Ils finissent l'expérience, plusieurs heures s'étant écoulées, et ils se racontent un petit peu leur vision. Et il commence à lui dire, ben oui, je t'ai vu, tu m'as regardé, etc. Ben oui, bien sûr. Bien sûr que je t'ai regardé, et même je t'ai doublé. Alors, séparés ou pas séparés? On est séparés ou on n'est pas séparés? On est faussement séparés. Ils sont séparés physiquement, mais en réalité, lorsque les esprits se connectent, c'est la même histoire. Vécue singulièrement, mais qui se rencontrent. Ça pose d'interrogations. Ça pose d'interrogations sur qui nous sommes. Hein, ça pose d'interrogations. Qu'est-ce qu'on capte? Alors là aussi, je suis tombé sur un truc incroyable. Notre conscience d'éveil, avec notre moi, hein, classique, etc., c'est une sorte de bande passante, hein, qui peut recevoir sur un certain spectre, et c'est équivalent à 16 bits par seconde. Voilà, c'est un chiffre, hein. C'est très petit. Très très petit. Pourquoi c'est très petit? Ben, je vais vous dire ce que notre corps dit physique, notre corps énergétique, il est capable, lui, de détecter jusqu'à 1 million de bits par seconde. Ça veut dire que au-dessus de 16 bits par seconde, tout passe dans l'escarcelle de l'inconscient. Et après, vous allez dire « je vis ». Non, tu ne vis pas, tu sous-vis. C'est-à-dire que tu es capable de voir une telle infinité de choses que rien ne peut te toucher, tellement tu es enfermé dans ton spectre ridicule. Spectre, on peut le prendre de deux façons. On est vraiment des spectres. Tant qu'on ne s'est pas éveillé, on est vraiment des spectres. Et c'est vraiment tellement faible la proportion de captation que nous avons que ça n'est ridicule. Là aussi, je suis revenu sur beaucoup de choses qui sont dites, en spiritualité aussi. Le corps, d'accord, il va mourir. Mais il est une manifestation, comme l'eau que vous avez vue tout à l'heure, d'un mouvement, et que ça capte quelque chose, ça émet quelque chose, et ça montre quelque chose. Est-ce qu'il est avec nous, ou est-ce qu'il est contre nous? Pendant que nous vivons dans ce support énergétique, est-ce que nous allons entendre sa symphonie et être émerveillés parce qu'il va nous montrer, parce qu'il va nous faire entendre quelque chose de merveilleux, ou non? Au départ, la séparation, nous avons deux hémisphères, et la séparation est absolument nécessaire pour essayer de voir notre droite de notre gauche, qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas, etc., etc. Ça fait partie d'un chemin qui permet de discerner et de comprendre un petit peu où on habite. Et de voir surtout qui c'est qui mène la danse tous les jours. Pour ne pas le nommer, ou pour le nommer, moi. Voilà. C'est-à-dire moi mène la danse, mais moi, qui c'est? Moi, ben, je m'appelle un tel, je suis un garçon ou je suis une fille, je suis né d'une maman et d'un papa,
mais c'est moi. Voilà. Ça se résume à peu près. Et oui, et alors toi, tu es comment? Eh bien moi, je fais ce que je veux. Ah, c'est bien. Donc toi, tu fais ce que tu veux. Mais c'est très très bien. Et tu crois que dans l'état dans lequel tu te trouves, tu as la liberté de faire ce que tu veux. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas. Tant qu'on s'identifie à une chose, à un objet, à une fixité. Une identification, c'est une fixité. Dès que vous fixez quelque chose, tout le reste vous échappe. Ah, mais vous pouvez dire « moi ». Vous pouvez dire « c'est moi ». C'est bien. Tu viens de créer la séparation. Ton identification a créé la séparation. Et tu seras à jamais séparé. Sauf si, Eureka, tu te dis « il y en a marre de cette prison et de cette séparation ». Il y a peut-être quelque chose à découvrir au-delà de cet enfermement que je ne supporte plus. Donc ça démarre forcément un chemin spirituel. Nous sommes de l'esprit, mais nous ne le savons pas, nous l'ignorons, et ça démarre par une révolte. Ça démarre forcément par une révolte. Si on ne se révolte pas de l'enfermement dans lequel on se trouve, à ce moment-là, on ne sort pas de l'ornière dans laquelle on se trouve. Il n'y a pas assez de force pour sortir de cette ornière. Donc ça demande de sortir ses tripes, ça demande de sortir, pour sortir de cet enfermement, ça demande de la détermination, et donc ça demande une direction. Un beau jour, peut-être, vous sentirez que vous n'êtes plus séparés. Mais en attendant, il faut vivre avec cette séparation. Et qui dit moi, dit manque. Le moi, par essence, c'est pas un contenant. Donc il ne peut pas contenir. Comme il ne peut pas contenir, si vous voulez, c'est comme un élément qui est plein de fuite, il faut qu'il se gave continuellement, toujours plus, toujours plus, toujours plus, de tout. Mais de ce plus, il n'en fait rien. Ça fait que passer, se détruire, et ça part à la poubelle. Pour qu'il y ait un changement notable et réel, et pour passer de cet état dans lequel nous sommes enfermés, il faut qu'il y ait une sorte de choc. Vous avez une roue qui tourne comme ça. Par exemple, à l'intérieur, notre vie, chacun, on a un sens. Bon, on tourne. Et on tourne en rond. On tourne d'une certaine façon. On suit les éléments. On tourne. On suit la condition. On suit la culture. Mais pour sortir et pour s'extraire, on ne peut pas passer d'une rotation à tout d'un coup changer de rotation. Il faut passer par un sas. Ce sas, ça s'appelle un arrêt. Ça s'appelle un époché. Ça s'appelle un arrêt. Ça s'appelle un vide. Ça s'appelle un rien. Il faut être rien. Vous étiez un plein qui manquait de tout. Et il faut arrêter tout pour s'apercevoir que vous n'êtes rien. Et pour enfin concevoir la plénitude. Ou intégrer ou recevoir la plénitude. Tant qu'on fonctionne sur le mode spatio-temporel classique, linéaire, si vous voulez, cause, effet, hein, le train-train quotidien, tous les jours, qu'est-ce que je fous sur cette terre, à quoi ça sert, etc., etc. Bon, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez tous une mission. Tous. Ça peut être même de faire les zouaves. C'est une mission. Mais c'est une mission, c'est une véritable mission à partir du moment où les lumières s'allument. Hein. Autrement, ce n'est pas une mission, c'est un boulot. Hein, c'est un travail. Et ce travail, il fait que ça ronronne. Ça continue, continuellement, sur le même rythme, tous les jours, inlassablement. L'océan se lève. L'océan se lève et va au boulot.
Vous imaginez la belle histoire? C'est un conte, c'est magnifique. Tous les jours, l'océan se lève et va travailler. Il monte dans sa voiture. Il monte dans sa voiture. L'océan monte dans sa voiture. Et il va faire quelque chose. Il va à Leclerc, Carrefour, il se balade. Il va faire ses courses, il va changer son pantalon. C'est magnifique. Mais si tout d'un coup, Eureka, je suis l'océan. Et là, comment vous vous levez le matin? Déjà, vous vous levez fluidement. En fluidité. L'occidental qui a mal partout. Non, le corps. Le corps. Le corps, c'est bon pour le détruire, c'est bon pour le casser, on s'en fout. De toute manière, la vie, elle n'a pas d'intérêt. À quoi bon? La vie, c'est nul. Et pourquoi? Pour faire comme mes parents? Ils sont nuls. Ils sont tous nuls, même les grands-parents. Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens de notre vie? Mais si le sens, c'est de survivre, l'océan qui se lève le matin, il pense qu'à ça, survivre. Il a des sons qui le traversent de partout, du cosmos. Et lui, qu'est-ce qu'il pense? Aller s'acheter son McDo ou aller... Et il célèbre pas ça? Vous allez dire, ouais, ça, lui, ça y est, on l'a perdu. Effectivement, vous m'avez perdu. Mais vraiment perdu. Mais je peux vous assurer que moi, je me suis retrouvé. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est que je me plie à vous et que vous me retrouviez et que je me perde? Ou finalement, je préfère le choix que je sois perdu pour vous, définitivement perdu, et que je me sois retrouvé seul, tout seul, tranquille, Pénardos, seul. Mais je ne suis pas seul, je ne suis pas séparé. Donc vous ne m'avez pas perdu. Vous m'avez faussement perdu. C'est-à-dire je ne parle pas comme les autres. Il y en a beaucoup maintenant sur cette planète qui parlent comme moi. Je ne suis pas le seul. Il y en a plein qui nous éveillent. Plein. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais pleurer là si je continue. Pourquoi il y en a plein? Il y en a plein parce que vous regardez du bon côté. Si, voilà, il y en a plein là où vous regardez, si vous changez à peine un peu la focale, peut-être qu'il n'y en a plus. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est de revenir sur la focale qui vous intéresse. Ça, c'est la spiritualité au quotidien. C'est-à-dire que je vais commencer à regarder ce qui me nourrit et non pas ce qui me maintient dans ma carapace. Et cette carapace, c'est du costaud de chez costaud. Mais heureusement, nous sommes fluides. Alors ça serait rigolo si on rigolait tous les jours. Mais comme on ne rigole pas tous les jours, c'est que ça ne va pas être rigolo. Ou alors on n'est pas rigolo. Mais l'eau, ça rigole. On est trop sérieux. On est trop sérieux, on est trop rigide, on est trop tout en étant rien. Alors il y a du rien qui est bon, et il y a du rien qui est moins bon. Là, le moi, c'est un rien qui est pas bon. Notre être, c'est un rien qui est très bon. Il est le tout, donc il est très bon. C'est un rien qui est connecté avec tout. Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous avons peur de vivre? D'abord parce que nous avons peur de mourir. C'est un fait. Toutes les peurs se ramènent à la peur de mourir. Et du fait, du coup, on ne vit pas. C'est con, hein? Ça fait rire. Mais à cause de cette peur de mourir, on ne vit pas pleinement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se dit,
pour vivre, j'ai peur. Donc d'abord, il faut que je mette des garde-fous, que je mette des protections, etc. Donc déjà, c'est assez rigide. Hein. Donc on continue quand même à mettre quelques paquets autour de soi. On ne sait jamais. Les escargots sont devenus méchants. Et à partir de là, on se dit, moi, j'aime bien la vie, c'est cool, voilà. Ben, allons-y gaiement, vive l'amour. Ah, parce que toi, tu aimes. T'es sûr, est-ce que tu es sûr que tu aimes ou seulement tu désires? Ou seulement tu ramènes un peu tout à toi? Dans ta petite boîte qui souffre, seule, en silence, et qui revendique magnifiquement, en bazardant des sons horribles pour détruire tout ce qui se trouve autour. Ah, que c'est beau! Que c'est beau! Un ego à l'œuvre, c'est magnifique. Un ego à l'œuvre comme ça, délétère, bien noir. Il a des effets magnifiques autour de soi, c'est magnifique, c'est comme se mettre de la musique trash à fond. Et vous voyez l'eau là. Et vous dites reviens, reviens. Non, l'eau. Reviens, reviens. Et vous voyez. Moi, c'est ce que ça me fait, hein, depuis ce matin. Hein. C'est dangereux. Donc, la mauvaise nouvelle, vous voyez, je ne perds pas le fil. Il y avait une bonne nouvelle. 99% d'eau, c'est chouette. Mais tu ne peux plus écouter n'importe quoi. Quand tu en es conscient, tu ne peux plus écouter n'importe quoi. Tu as des sons qui vont te décaniller rapidement, hein, qui vont te créer des maladies. Alors, là aussi, je vais vous donner un petit truc. Un physicien, musicien, a réussi à prendre, disons, à isoler, donc, au niveau des gènes, les acides aminés, et par un procédé mathématique, etc., assez complexe, mais qui, de façon holistique, nous renvoie finalement toujours aux mêmes briques du vivant. Il a réussi à les mettre en musique. Et ils ont fait des expériences. Et en faisant ces expériences, ils se sont aperçus que c'était extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Il y a un ami, donc à cette personne-là, qui a vécu cette expérience. Et normalement, ils étaient censés être dans des isoloirs et ne pas entendre aucun autre bruit que la musique correspondant à une acide aminé. Au moment où il a fait cette expérience, il y a eu un problème acoustique au niveau du casque. Ça s'est mélangé à un autre bruit et immédiatement, ça a inhibé l'acide aminé. Quelques jours après, il est tombé gravement malade. Il pouvait s'en sortir dans les 30 secondes en remettant le son derrière pour rétablir le gène. Le gars qui était censé surveiller ne l'a pas entendu, ne l'a pas vu, il est arrivé trop tard, la personne est tombée gravement malade. Ça, c'est un exemple. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous sommes un océan, nous sommes la vie, mais qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous mettons dans notre vie tous les jours pour célébrer cette vie? Donc, c'est un prix. La conscience, être conscient de quelque chose, c'est faire des choix, des directions dans la vie de tous les jours et se dire, ben ça, j'arrête. Parce que ça ne va pas avec. Et le plus important, c'est finalement cette émission et réception de son, qu'elle soit là par les paroles ou qu'elle soit par la musique. C'est très important, disons, de se placer ou d'écouter quelque chose qui va rayonner, quelque chose de fort en vous
qui va vous amener à de la légèreté, à un sentiment de profondeur et de l'ordre. C'est-à-dire qu'il va créer un climat d'ordre à l'intérieur, propice à célébrer cette vie. Attention, on a failli méditer. C'est dangereux. Faire silence. Vous imaginez, faire silence, arrêtez de bavarder à l'intérieur. Le juge intérieur, le saboteur, le juge, le mental, le vilain mental. En permanence, qui dit « c'est pas bon ça, c'est bon, gna gna gna, gna gna ». Tout le temps, le brouhaha, le brouhaha, le brouhaha, le brouhaha, le brouhaha. Le brouhaha. Ouais, si on le dit vite, ça fait brouhaha, ça broye. Ouais, on peut s'amuser. Ça arrive, vite. Attention, c'est vite. Attention, attention, là j'ai bougé. Je suis capable depuis ce matin d'aller à la vitesse de la lumière, faites gaffe. Mais vous ne pouvez pas le voir. Parce que vous n'avez pas les capteurs, parce que vous ne croyez pas que vous êtes en océan. Alors, autrement, on fait pareil tous ensemble. On danse. C'est pas trop bon. Ah ouais, vous m'avez perdu, je le sais. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez, quand on est heureux, c'est pas grave. Moi, je sais que je vous ai pas perdu. Si vous croyez que vous m'avez perdu, moi je sais que je ne vous ai pas perdu. Donc, non, le contraire. Je suis comme sur un dragon. Et j'essaye de voir ce qui se passe dans ce monde, dans cette vie, dans ces vibrations. Qu'est-ce qu'il y a dans cette tête? Et dans celle-là, et dans celle-là. À quoi tu penses? L'océan entend tout, attention. D'où la nécessité de faire silence. Parce que quand vous êtes au milieu de personnes océaniques, qui ne sont plus des personnes d'ailleurs, puisqu'elles sont océaniques, à ce moment-là, ils sont capables d'entendre des choses pas possibles. Vide mental. Essuie-glace. Mutisme intérieur. Silence radio. Et puis tout d'un coup, une météore de lumière vous traverse. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait flipper. C'est quoi ça? C'est l'expérience. C'est l'expérience de la lumière. Ben oui, t'es de la lumière. T'es du son, de la vibration, de la lumière. Mais quoi? On t'a dit que t'étais un corps. On t'a dit que t'étais un corps. Mais non, mais attends, on n'est plus à l'âge de pierre. Excuse-moi, Pierre. L'âge canonique de Pierre. Nous ne sommes que des vibrations, des fréquences. Si nous nous réglons sur les bonnes fréquences, à ce moment-là, on a la sensation de s'épanouir, de se nourrir. Ça, c'est le monde du futur. Là, tout d'un coup, j'ai une... c'est le monde des robots. C'est un robot qui est venu d'un coup, et avec son esprit, parce qu'ils ont des esprits, les robots aussi, puisque ce ne sont pas des choses comme nous. Donc il y a des esprits robots. Et il peut s'immiscer facilement dans votre pseudo-esprit, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a qu'un océan. Oui. Donc il peut s'immiscer dans votre protection, surprotégé, affligeamment protégé. Mais attention, maintenant, nous en sommes rendus à un monde de questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions
par rapport à éventuellement ce que j'ai déjà dit, ou éventuellement, vous pouvez changer totalement de thème. Vous êtes libre. Alors, on ne parle pas de cuisine, on ne parle pas de tout ça. Essayez de rester quand même dans quelque chose de assez proche quand même pour pas perturber tout le monde. Oui. Oui, donc je disais, je suis intéressée pour savoir, donc j'ai compris que pour prendre conscience que nous étions un océan, il y avait besoin de se prendre un mur avant, un bon choc qui réveille. Et quand il y a le choc qui réveille, après il y a donc un chemin, un sens, une direction, et puis il y a probablement une énergie qui nous accompagne, ou ça s'incarne dans des actes probablement. Donc je voulais savoir, vous, votre chemin, quel il a été. Ouais, par où il est passé. Comme ça. Quel a-t-il été? Voilà, ou quel est-il plutôt? Ok. Voilà, merci. Ouais, ok, merci. Je dirais, il n'y a pas de changement profond si on n'est pas face à des impossibilités. Autrement, on continuerait dans la façon un peu stupide de vivre. Donc moi, c'est assez simple. Je suis passé du cow-boy à l'âge de 16 ans. Je continuais encore à jouer au cow-boy à 16 ans, oui, j'étais un peu attardé. Et puis j'ai rencontré une fille qui était vraiment folle. Et là, je me disais, c'est bizarre, c'est pas comme moi. Elle a une sorte de truc mental, psychique. Je ne savais pas encore ce que c'était, le psychisme, tout ça. Et ça a été mon premier mur, parce qu'à ce moment-là, je me suis aperçu que c'était pas si simple que ça. J'étais assez naïf. Je me voyais pas, finalement. Je ne voyais pas ce qui m'entourait. J'étais un petit peu dans une sorte de monde onirique. J'ai toujours été dans ce monde onirique d'ailleurs. La différence, c'est qu'il est devenu réel. Et donc, je suis passé, disons, à une vitesse grand V, à un petit enfant, à un préadulte. Voilà, un préadulte. Et à partir de là, alors, déjà, quand j'étais plus jeune, je m'intéressais, je ne sais pas pourquoi, je m'intéressais beaucoup à la Chine. Voilà, donc j'étais très attiré par tout ce qui était méditation, philosophie, arts martiaux, etc., etc. Donc c'est par ce biais-là, en quelque sorte, que ma quête a commencé. Et j'étais, dès l'âge de 12 ans, disons que j'avais une vision de ma vie qui était à la fois double. Je devais rencontrer un maître, et j'étais moi-même un maître potentiel. Je ne disais pas potentiel à l'époque, parce que je n'avais pas du tout d'évaluation ou d'auto-évaluation, mais c'était une nécessité absolument importante. Je savais que si je ne rencontrais pas quelqu'un qui me guide, je ne pourrais pas vraiment découvrir la vie, découvrir qui j'étais, etc., etc. Bon, au départ, bien sûr, c'est assez flou, assez simple, assez simpliste. Et puis petit à petit, lorsque vous décidez par votre intérêt profond à vous diriger dans quelque chose, la vie vous amène plein d'encouragement. C'est-à-dire que vous recevez plein de signes et plein d'aides qui font qu'au fur et à mesure, votre destin va se renforcer par rapport à cette nouvelle direction. On pourrait dire qu'on part tous sur des chemins de traverse, glissants, parce qu'on ne connaît rien d'autre. Il y a quelques êtres qui arrivent plus éveillés, mais la plupart d'entre nous, on arrive très endormis. On nous a fait prendre l'été. L'été nous a rendus léthargiques. Chez les Grecs, c'était la boisson que l'on recevait au moment de l'incarnation. Donc pour oublier finalement que nous sommes des êtres immortels, des êtres spirituels. Et en oubliant cela, on pouvait vivre dans cette incarnation. Ce qui m'est venu assez rapidement, donc c'est ce besoin donc, de rencontrer un maître qui puisse me guider. Or, ça ne court pas les rues. Mais, comme je disais juste avant, vous recevez en quelque sorte plein de messages
plein d'accompagnements qui vont faire que votre nouveau chemin, qui commence un petit peu à se préciser, il va se renforcer, il va prendre de la puissance. Voilà. Et au fur et à mesure, il va prendre tellement de puissance que vous allez être totalement ce chemin. Voilà. Vous allez être totalement, je dirais, déterminé par ce chemin. Donc voilà, ma rencontre s'est faite assez rapidement, à l'âge de 24 ans, avec un maître. Donc c'est William Arnaud. C'est un occidental qui m'a parlé en termes chinois au départ. Ce n'était pas un sinologue, mais il utilisait beaucoup de termes qu'on peut utiliser dans la spiritualité ou dans l'énergétique. Du sanskrit, des trucs. Moi, ce qui me plaisait, c'était un peu l'exotisme quand même. Donc on est attiré, en fait, on nous attrape par différents intérêts qui sont peut-être anecdotiques au départ, mais qui permettent qu'on est capté. Voilà, on est capté. Il n'y a pas que ça non plus. En fait, il faut être capté aussi par le personnage, quelque part. Le personnage, il est plus ou moins attirant. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, on continue avec cette personne. Et ça fait donc 35 ans que je suis cette personne. En fait, je la suis et en même temps, je fais ma propre recherche. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le fait de suivre, quand on dit « je suis un maître », le maître, il fait son chemin, et nous, on le fait aussi. On le fait comme on peut, avec les outils qu'il nous donne, mais aussi avec ce que l'on reçoit de l'univers, puisque nous sommes un océan. Donc, nous sommes placés devant un chemin qui, au départ, est fragile, et il y a beaucoup d'interférences par rapport au monde dit réel. Donc des gens qui vont dire pourquoi tu fais ça, à quoi ça sert, c'est nul, etc., etc. Et qui vont finalement servir à renforcer votre détermination, donc votre force intérieure. Le plus grand défaut que nous ayons, nous les humains, c'est notre affectivité. C'est-à-dire qu'on souffre très rapidement d'affectivité, et si l'autre ne nous reconnaît pas, nous ignore, par exemple, c'est terrible, parce qu'on n'existe plus. Donc au départ, lorsqu'on était petit enfant, c'était une vraie réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, si les parents, d'abord, ne nous regardent pas, ne nous prêtent pas d'attention, nous n'existons pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent la vie avec des manques incroyables. Ce n'était pas du tout mon cas. J'ai eu beaucoup de chance dans ma jeunesse. J'ai été choyé. La différence, c'est que j'ai été choyé, mais je ne pouvais le reconnaître parce que ça ne correspondait pas à mes critères. Donc vous voyez, j'ai reçu beaucoup d'amour, mais ça ne correspondait pas à mes critères que je voulais moi. Avec l'âme qui me disait non, ce n'est pas les bons critères. Donc je ne reconnaissais pas ce qu'on me donnait. Donc j'étais infernal. Donc vous voyez, vous pouvez être, je dirais, aimé et pas le reconnaître pour autant, ou mal aimé, mais dans tous les cas de figure, la faute est nulle part. Puisque à la base, nous sommes dans ces fameux 16 bits par seconde, et nous sommes finalement des êtres tellement inconscients, tellement fermés sur nous-mêmes, tellement on répète inlassablement ce que, on appelle ça la phylogénétique, si vous voulez, donc la mémoire phylogénétique, on répète tout ce qui a été, et on continue bêtement à répéter comme des perroquets ce qui a été. Donc on ne crée pas du neuf. Mais nous sommes là, tous, pour créer du neuf. Absolument pas pour répéter tout ce qui a été. Nous sommes là, nous sommes des créateurs. Actuellement, je ressens un changement très, très fort, très puissant et surtout très rapide. C'est-à-dire que quand je vous dis ce soir, c'est une nécessité comme de respirer la spiritualité, c'est parce que vous allez vous apercevoir, vous-même, au fur et à mesure, que soit vous prenez le train, soit vous dégagez du train. Si vous prenez le train, je
peux vous assurer que c'est magnifique à la sortie, là où ça va vous amener, le paysage. C'est magnifique, attention, c'est pas forcément magnifique tout le long, parce qu'il y a des épreuves. Les épreuves, là aussi, c'est très important. La spirituelle au quotidien, c'est comment je prends les épreuves. Si par exemple, j'ai une épreuve qui se présente, quelle qu'elle soit, plus ou moins difficile, et je dis encore une chose contre moi, quelque chose qui m'en veut, qui veut m'attaquer, etc. Qu'est-ce que je fais? Je fais une contre-attaque antibiotique, c'est pareil. C'est-à-dire que je fais de l'américanisme forcené, c'est-à-dire que je me bats de l'occidentalisme classique. Il y a des microbes, je les combats. Ils sont peut-être là pour me montrer quelque chose, ils ne sont pas là par hasard. Mais notre premier réflexe, c'est nous défendre, mordicus. Tout ce qui nous paraît être contre nous, donc une épreuve, quelle qu'elle soit, elle se présente, elle est contre vous. Et la première des choses que vous faites, c'est la refuser. C'est pas vrai? On la refuse, cette épreuve. On refuse cette épreuve parce que nous sommes formatés pour refuser cette épreuve. On ne sait jamais. Et pourquoi je l'accepterai? Au nom de quoi? Donc, pour moi, ces épreuves-là ne se présentent jamais par hasard. Il n'y a aucun hasard dans rien. Aucun hasard. Ça veut dire que tout a une raison d'être, mais peut-être que ce n'est pas à sa place. Ou peut-être que ce n'est pas exactement là où il faut. Je vais vous donner une autre anecdote de recherches qui sont faites à l'heure actuelle, qui sont magnifiques. C'est l'histoire de la médecine de demain. La médecine de demain qui est une médecine quantique, et c'est une médecine d'information, une médecine uniquement de vibration, comme on a vu ce soir. Ils en sont maintenant, ils commencent, c'est au balbutiement, les Russes sont plus en avance, les Français sont très en retard, mais ils se sont aperçus, par exemple, que telle personne avait intégré une bactérie qui faisait des dégâts dans son organisme. Premier réflexe, c'est combattre la bactérie qui fait des dégâts dans l'organisme. Deuxième interrogation, différente, créative, nouvelle, une nouvelle voie. Ils se sont dit, non, on est capable au niveau quantique de changer les phases. C'est-à-dire qu'on peut toujours changer les phases, on peut déphaser un élément par rapport à ce qu'il porte en termes d'information. Donc, cette bactérie porte une information, et comme elle rentre en phase d'une certaine façon avec l'organisme, elle amène son lot de problématiques et de pathologies. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, cette bactérie, elle n'est pas là par hasard, donc on ne doit pas la tuer. Elle doit nécessairement continuer à être dans l'organisme. Mais puisqu'elle n'est pas exactement dans la phase qui fait que ça devient positif, sa position, on va la déphaser et on va la rendre invisible. En la déphasant, ça la rend invisible, mais ça ne la tue pas. Et elle continue à œuvrer. Qu'est-ce que c'est la vie dans nos corps et la mort du corps? Et c'est juste, on passe d'un plan manifesté, grâce à une manifestation vibratoire, comme nous avons vu tout à l'heure, par rapport à un son qui nous a fait naître. Nous sommes nés d'un son, d'une multitude de sons, plus ou moins symphoniques, plus ou moins harmonieux. C'est passé tout simplement sur un plan invisible, mais nous sommes toujours là. C'est difficile à concevoir, plus maintenant. Maintenant, on a une chance absolument extraordinaire de vivre au XXIe siècle, parce que tout converge pour s'apercevoir que rien n'est matériel. L'eau
est tellement autre chose que H2O. Tellement, pour ne parler que de l'eau. Une autre anecdote aussi, j'aime bien parce que je me suis un peu nourri avant cette conférence, en plus c'était une bonne nourriture, c'est que les arbres, les végétaux, ont un réseau, un web, qui est beaucoup plus vertigineux, mais beaucoup plus vertigineux que notre web à nous. Beaucoup plus vertigineux. En termes d'intelligence, en termes de connexion, en termes d'aide, de solidarité entre espèces. C'est faramineux. Faramineux. Et bien, actuellement, tout converge à penser différemment, c'est-à-dire à penser que l'intelligence, c'est pas l'homme. L'intelligence, c'est partout, et sauf dans l'homme pour l'instant. C'est surtout ça qu'on peut s'apercevoir. C'est-à-dire que l'homme, il ne représente vraiment pas ce qu'il y a de plus intelligent. Et s'il commençait à se remettre en question, et à dire, peut-être que autour de moi, toute cette beauté qui m'entoure, qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Qu'est-ce qu'elle veut me dire que je n'entends pas depuis toujours? Parce que je suis dans la protection, parce que j'ose pas vivre, parce que je vais mourir. Ah, la belle affaire. Mais tu es déjà mort. Tu es déjà mort dans ta protection, tu as déjà étouffé. Il reste encore un espoir. Il y a forcément un espoir, puisqu'on ne meurt pas. Mais tout se passe dans le sujet que vous êtes. Tout se passe là. La magie, elle est là. La magie, c'est le changement de point de vue. Est-ce que vous avez une autre question? Merci pour la question. Voilà. Là, vous avez vu la question, et puis ça s'est étendu grave. Ça s'est pas arrêté à la question, mais après, je ne peux pas parler de toute ma vie. Oui, Keith, ici. Ce monsieur, donc, il vient d'Angleterre, hein. Mais bon, il habite à côté. Good evening. Good evening. Qu'est-ce que tu penses par rapport aux intentions? Donc là, si on a l'océan, comme tu dis, l'océan au sud, et quand on donne les intentions dans cet océan, comment ça affecte notre vie, notre chemin? Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment ça marche? Alors, l'intention, quelle est la cause de cette intention? Si par exemple, c'est ton moi classique qui est déjà très conditionné, qui a l'intention de quelque chose, par exemple, ton moi qui veut quelque chose qu'il ne pourra pas obtenir. Hein? Ben voilà, le moi, il voudrait tout finalement. Il voudrait obtenir des tas de trucs et donc il bazarde comme ça tout le temps devant lui des sortes d'intentions qui n'aboutissent pas. Hein? C'est-à-dire que ça n'aboutit pas. Donc pour qu'une intention aboutisse, c'est-à-dire qu'elle amène sur quelque chose qui va se manifester, hein? Donc elle va entraîner derrière elle tout un cortège énergétique, il faut qu'elle vienne du très fond de ton être. C'est-à-dire qu'il faut que cette intention soit une question de vie ou de mort. C'est-à-dire qu'elle soit tellement puissante, tellement vitale, tellement importante, qu'à ce moment-là, tu déclenches quelque chose, et à ce moment-là, ça déclenche une sorte de vortex qui va faire que les énergies vont venir te suppléer et t'aider pour réaliser et aller dans le sens de ton intention. En fait, on appelle ça aussi la loi d'attraction. La loi d'attraction existe. La problématique, c'est qui attire. Donc après, quand c'est dit de façon très ordinaire, d'un point de vue du New Age, etc., tout le monde dit, ben ouais, je vais attirer l'argent, je vais attirer ceci, etc. Non, c'est pas ça. La loi d'attraction, c'est naturel parce que lorsque vous êtes aimant, vous attirez. Donc c'est simple, il faut aimer. Mais encore une fois, aimer n'est pas possible pour la croyance dans laquelle nous sommes. Donc il faut sortir de la croyance du manque, déjà, du manque d'amour, du manque d'affection, pour que
nous découvrions notre vraie nature qui ne peut que donner et resplendir. En Grèce, vous avez 4 niveaux d'amour. Même il y en a eu jusqu'à 10. Mais il y a 4 niveaux d'amour, si vous voulez. Il y a l'amour le plus ordinaire. C'est un amour entre homme-femme ou homme-homme ou femme-femme. C'est-à-dire c'est du désir physique. Et ensuite, on va sur un autre niveau d'amour, qui est un niveau plus subtil, où on va rajouter du jeu, de l'ambiance, quelque chose de poétique. Et on va arriver sur un amour, je dirais, un petit peu transcendé, avec peut-être toujours des relations sexuelles, mais avec quelque chose de beaucoup plus subtil et surtout beaucoup plus respectueux. Ça, c'est les 2 premiers niveaux d'amour classiques, ordinaires. Et puis ensuite, vous avez un 3e niveau d'amour, qui est l'amour de la connaissance. Et l'amour de la connaissance amène aussi à l'amour des autres. C'est-à-dire que vous commencez à découvrir à travers le chemin que vous êtes en train de cheminer, de marcher dessus, vous découvrez qu'il y en a d'autres, et donc vous commencez à avoir des alliés, des amis, des gens en qui vous pouvez vous confier réellement, et donc ça va générer un cortège. Si vous voulez, vous voyez, entre les 2 premiers niveaux d'amour, on pourrait dire qu'il s'arrête à une relation à 2 au départ, et ensuite ça commence à s'étendre, ça commence à prendre beaucoup plus de branches et à s'étendre davantage. Donc on va rentrer davantage en relation. Et le 4e niveau d'amour, donc c'est l'amour de la connaissance, mais qui dit amour de la connaissance et connaissance et amour, finalement, ne font qu'un. On peut plus les séparer. C'est-à-dire que lorsque vous aimez, vous connaissez, vous n'êtes pas forcément capable d'expliquer. Par exemple, une connaissance de type chamanique, ils ont découvert tous les pouvoirs des plantes depuis la nuit des temps. Ils ne sont pas passés par une étude analytique. Ils sont rentrés dans l'expérience directement. Et ils ont découvert les vertus. Nous, on ne sait pas le faire, ça. Nous, on est des cerveau gauche, formatés, et il faut A plus B, etc. etc. C'est vraiment du formatage, de la séparation. L'important, c'est de s'apercevoir que la connaissance, la vraie connaissance, la connaissance spirituelle, c'est forcément de l'amour, et l'amour, c'est forcément de la connaissance. Après, vous pouvez être capable plus ou moins d'expliquer les choses, ça, c'est une autre histoire. Par exemple, moi, je donne des cours de connaissances pour se trouver, chacun. Je suis obligé d'avoir une capacité synthétique d'abord, et ensuite de vous faire comprendre les briques qui vont vous permettre de passer d'un plan à un autre, et donc de cheminer. Donc je suis dans l'obligation de connaître le cursus, qui va vous permettre, et vous parler dans un langage clair, qui va vous permettre d'évoluer d'un point A à un point B, et plutôt sur le plan vertical, plutôt qu'horizontal. C'est-à-dire que ça élève. D'ailleurs, c'est le sens d'élève. Quand vous devenez élève d'un maître, d'un professeur, c'est pour vous élever. C'est-à-dire que ça a le sens de l'élévation. Et le maître ou l'élève, il n'est pas là pour vous maintenir dans votre jus, il est là pour vous élever et faire en sorte que vous puissiez utiliser votre plein potentiel. Tout ce pourquoi vous êtes prévu. Vous n'avez pas le droit de retenir personne. Lorsque, évidemment, l'ego a été mis de côté. Sinon, c'est toujours pareil, c'est de la magouille, et c'est toujours... Voilà. Donc, en fait, cette intention, voilà, il faut bien que tu comprennes que si cette intention, tu veux l'avoir sur un plan manifesté, et tu veux qu'elle devienne quelque chose d'important ou qui déclenche des choses, tu ne peux pas le faire avec un petit bout de toi. Il faut que tu sois totalement dedans. Totalement dedans. C'est-à-dire que tu prends tous les risques aussi. Tous les risques. Tu vois un peu? Alors, c'est pour ça que c'est là où on s'aperçoit qu'on ne peut pas passer du moi ordinaire, avec toutes ses peurs, ses manques et tout ça, d'un coup à être un être vivant, totalement libéré des peurs, etc. Vous comprenez qu'il y a tout un cheminement. Ça s'appelle un chemin.
Voilà, c'est ce chemin qui va faire que, petit à petit, vous allez intégrer des valeurs, et ces valeurs, elles vont faire que vous allez changer votre point de vue, votre focale, elle va se changer, et vous allez voir différemment de comment vous voyiez avant. Et que vous commencez à déceler une force qui vous accompagne. Au départ, cette force, elle vous paraît extérieure à vous. Elle vous paraît extérieure. Ce sont des éléments qui arrivent comme ça et qui viennent vous aider. Et petit à petit, vous allez vous percevoir que ça dépend de votre intention intérieure. C'est-à-dire que c'est par votre loi attractive que vous déclenchez ces aides-là. Donc, ça revient à son monde à soi, ça revient à son ouverture, à son changement intérieur. Là aussi, c'est très important, je finis là-dessus, c'est très important de bien comprendre que le cheminement spirituel, ce n'est pas de se séparer de l'extérieur, c'est de commencer à faire vivre votre intérieur. Puisque jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas écouté. Vous avez écouté à l'extérieur. Pourquoi on a écouté à l'extérieur? Parce que l'extérieur, c'est un danger potentiel. Comme c'est un danger potentiel, je ne peux pas me permettre de ne pas écouter, on m'a donné 5 sens, je ne peux pas me permettre de ne pas écouter les bruits extérieurs, parce qu'il y a des bruits qui vont me dire, attention, danger. Donc, je peux passer toute ma vie uniquement sur ce cursus, sur cette façon de vivre. Et du coup, mon monde intérieur n'existe pas. Je ne fais que me défendre contre des fantômes qui risquent de m'attaquer un jour. La spiritualité, c'est un beau jour, c'est ce fameux arrêt, et vous dites, à partir de maintenant, je cesse pas complètement, parce que vous n'y arrivez pas, mais je vais m'occuper de mon intérieur. Vous devenez vraiment égoïste ce jour-là, mais vraiment égoïste pour la bonne cause. C'est-à-dire que ce jour-là, vous occupez de votre ego et vous commencez à le regarder autrement que juste pour profiter et pour vous défendre. Et vous commencez à regarder qu'est-ce qui bloque chez vous et qui vous empêche de vivre. Quels sont les éléments qui vous ont été, encore une fois, rapportés, donc ce n'est pas votre faute, qui font que je n'arrive pas à me libérer. Et ça, c'est plus ou moins, évidemment, pénible, plus ou moins dur. Oui. Oui, c'est un petit peu pour rebondir sur l'intervention par rapport à l'intention et la notion de justesse, de justice, et du coup par rapport à la morale. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des choses qui nous meuvent, mais est-ce que tu peux nous éclairer sur la façon de trier aussi par rapport aux émotions, par rapport à la morale, la justesse, ce qui est juste, pas toujours évident de pas se laisser emporter par quelque chose, mais on ne sait pas toujours si c'est la bonne voie, quoi. Enfin. Tout à fait. Oui, tout à fait. Là aussi, c'est comme un peu le problème de l'affectivité. On va se heurter à la morale générale dans laquelle on se trouve, la culture, qui a une certaine morale. Et donc, peut-être que vous avez besoin de faire péter peut-être cette morale, de franchir quelque chose qui n'est pas du tout répertorié comme étant bien par notre culture ou par cette culture. Et c'est là où c'est délicat de savoir justement jusqu'à quel point je vais oser franchir cette barrière, qui est une barrière collective, hein, une barrière dans laquelle nous sommes enfermés tous collectivement, parce que s'il n'y avait pas cette morale au départ, en fait, on serait tous des crocodiles en train de se rentrer dedans. Donc il y a une sorte de protection très grossière pour nous maintenir à distance, mais lorsque vous faites un cheminement spirituel, vous n'êtes plus un danger ni pour vous ni pour les autres. Donc lorsque vous prenez une décision qui est la vôtre, elle vous concerne à vous. Vous n'avez qu'une seule chose à penser, est-ce qu'elle fait du tort à l'autre? Et si elle en fait, de quelle mesure est-ce que ça peut... Parce que là aussi, c'est très subtil. Parce que vous pouvez, par exemple, votre besoin à vous, à quelqu'un qui, par exemple, pour se libérer de certains enfermements, il va être obligé de passer par certaines expériences qui vont faire que ça ne va pas plaire à l'autre. Par exemple, si vous vivez en couple. Est-ce que vous limitez parce que ça ne plaît pas? Ou est-ce que vous cheminez à deux tout en mettant en avant
le fait que vous avez besoin de passer par cette expérience. Donc tout tient sur finalement, encore une fois, votre propre mesure de la nécessité de passer ou non par cette expérience. Et ensuite, ce qui est très important, c'est que vous allez certainement le faire très maladroitement au départ, de façon très grossière, parce que c'est tellement contraire aux mœurs, c'est tellement contraire à ce qui devrait être par rapport à la morale classique, que vous allez le faire en heurtant méchamment, violemment, et pas du tout intelligemment le partenaire. Donc, vous allez avoir un cheminement à partir de là, et vous allez comprendre plein d'aspects à partir de ça, et ça va se transformer. Ça va se transformer vers quelque chose qui va aller vers de l'amour, et du partage et de l'accompagnement, du vrai accompagnement. En fait, toujours pareil, hein, si on revient sur des notions de couple, sur des notions homme-femme, ou homme-homme, femme-femme, on part sur deux êtres qui, en fait, ne sont pas des êtres, ce sont des avoirs, et qui manquent, puisque ce sont des avoirs, ils ont forcément, il y a toujours, c'est jamais complet, puisque ce sont des avoirs. Si c'était des êtres, ils seraient pleins. Donc, comme ce sont des avoirs, c'est deux avoirs qui n'ont pas les mêmes manques. Et ils espèrent que l'autre va pourvoir au manque, combler ce qui nous manque. Voilà. Et on commence tous pareil. C'est aussi bête que ça, mais ça nous dépasse. C'est-à-dire que déjà, c'est chimique, c'est attractif, c'est magnétique. Lorsqu'on est attiré par quelqu'un, c'est totalement magnétique. On est pris, c'est des pulsions, on est pris par X raisons, mais voilà, on est attiré. Mais on est attiré parce que finalement, c'est comme du magnétisme. Il y a un pôle qui permet à l'autre pôle de se rapprocher. Mais ça ne fait pas des pôles qui sont entiers. Ça fait des pôles qui manquent, qui ont besoin de l'autre. Et donc, on va se renforcer, en fait, la protection et tout le cercle un petit peu égotique de départ. On va le renforcer à deux au lieu de le garder tout seul. Voilà, lorsque vous faites un cheminement spirituel, c'est de voir tout ça. De voir tout ça et de voir dans quelle mesure il va falloir que vous cassiez je dirais la chaîne que vous croyez solide entre ces deux avoirs pour libérer chacun. Et qu'ensuite, ça soit un amour libéré ou délibéré ou un amour vrai, un amour serein qui font que les deux partenaires restent ensemble, non pas par manque, mais par réelle amitié, par réel partage, par communion, une sorte de communion. C'est communion, mais c'est pas une union. C'est pas soudé. C'est communion, mais c'est pas soudé. Moi, j'ai un petit questionnement récurrent entre le fait que nous ne soyons pas séparés et la dualité. Est-ce que vous pouvez m'éclairer, oui, voire même me guérir? Merci. Je sais, je voulais être Jésus-Christ très tôt. J'ai raté ma carrière, mais je suis content parce que comme ça, je n'ai pas été crucifié. Donc, la dualité, c'est la réalité de ce monde. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une existence, il faut qu'il y ait des chocs pour que ça puisse créer de nouvelles existences. Donc, il faut qu'il y ait des rencontres entre différents éléments énergétiques qui font, comme dans les accélérateurs de particules, ce sont à partir d'un choc, donc d'une rencontre qui n'est pas trop puissante pour détruire les particules, hein, entre nous par exemple, mais qui va permettre quelque chose de naître de ces chocs. Donc la dualité est absolument nécessaire et elle est en fait, elle est le cadre dans lequel l'incarnation peut se vivre. Si on enlevait totalement la dualité, à ce moment-là, on passerait sur un plan invisible et on ne serait plus dans un plan d'incarnation. Mais on peut par contre tout à fait passer à un plan où vous vous sentez comme si vous étiez sur un autre plan invisible,
C'est-à-dire la dualité n'est plus un problème, elle est totalement intégrée dans la communion que vous vivez avec l'existence. C'est-à-dire que vous intégrez totalement cette dualité au lieu de la refouler. Par exemple, souvent dans les spiritualités, on voit justement la dualité et on s'empresse de la chanter ou de ne pas la voir ou de ne pas voir ce qu'il y a. Et donc on va se rêver, en fait on va se rêver sur un autre plan qui n'est pas réel. Voilà. Et on va recréer un moi plus subtil, mais qui fait que la dualité existe toujours, mais tu as oublié de la regarder. Elle y est quelque part. Voilà. Pour ma part, la dualité, si on veut la dépasser, il faut regarder ce qu'elle a à nous apporter. Donc c'est grâce à la dualité que nous allons découvrir notre spiritualité. Donc c'est grâce aux épreuves et grâce à la difficulté d'incarnation que nous pouvons passer d'un effort, d'une difficulté à une célébration. L'effort disparaît lorsque vous êtes vraiment totalement en certitude d'être. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans un effort, il n'y a plus personne. Donc il n'y a plus personne qui fait un effort. Simplement vous célébrez. Voilà, c'est une fête, tous les jours c'est la fête. Voilà. Mais avant que ça soit la fête, on vous fait la fête, hein, comme Stromae. Hein, la fête, ta mère va te la faire. Donc, non, je ne dis pas ça pour toi. Donc, la dualité, c'est existentiel et essentiel. Existentiel, parce que c'est la base de l'existence, et ça devient essentiel lorsque tu l'intègres dans ton programme pour toi te découvrir. Sinon, vous allez chercher des voies uniquement, je dirais, vous allez vous rêver autrement, mais vous n'allez ni pouvoir être efficace dans ce monde, vous allez être décalé totalement, donc vous n'êtes ni efficace dans ce monde, ni spirituel vraiment. Donc vous êtes entre deux, c'est un peu comme dans Matrix quand il est coincé dans la gare, hein, entre deux. Hein, c'est tout blanc là, et il attend. Et puis il y en a un qui arrive, c'est un fantôme, et puis il lui fait voir que c'est lui le chef ici. Dans ce truc tout blanc, lui ça fait longtemps qu'il est resté, donc il a des pouvoirs. Il est capable de faire bouger les canettes, uniquement avec son esprit et son intention. Il est très fort le fantôme. Et lui ça fait longtemps qu'il est resté là, donc il a un peu de pouvoir. Vous ne m'avez pas suivi, c'est pas grave. C'est pas grave, moi j'aime bien. Oui, là-bas. Quand tu parles du train, que du coup on a l'impression d'avoir pris, et que du coup on voit ses amis, ses proches, qui n'ont pas forcément pris ce train, quelle est la meilleure manière en fait de leur donner des tickets pour ce train? C'est tout à fait. C'est une très bonne question. Pour ma part, au départ, j'ai voulu le faire en force, ça. Parce que je me suis dit, avec ma force de persuasion, je vais leur filer un ticket, puis ils sont obligés de monter dans le train. Bon, je me suis aperçu que ça marchait, mais mal. Voilà. Et au départ, en fait, c'est parce que je croyais avoir tout compris aussi, et je croyais que j'étais un être libéré, etc., etc., mais c'était en fait archi faux. J'avais simplement entrevu. Voilà. C'est comme si, tout d'un coup, vous entrevoyez quelque chose de magnifique, mais vous ne pouvez pas le réaliser. Voilà. Vous avez juste entrevu. Et parce que vous avez entrevu, que l'autre ne l'a pas entrevu, vous obligez les autres à prendre le ticket pour croire ce que vous avez juste entrevu. C'est-à-dire que vous n'avez pas expérimenté, vous ne l'avez pas vécu. Donc pendant des années, j'étais un petit peu comme un justicier. À dire, j'ai la bonne parole, vous n'avez pas la bonne parole, donc j'ai le bon train, vous n'avez pas le bon train, mais par contre, attention, la bonne nouvelle, c'est que, là je parodie Nico Joy, la bonne nouvelle, c'est que j'ai plein de tickets et je peux distribuer. Voilà. Mais non, la bonne nouvelle, elle vient plus tard, quand vous apercevez que c'est par votre être que les autres sont attirés. La loi d'attraction, elle ne peut se faire que par votre ouverture de cœur et pas seulement la compréhension intellectuelle. C'est-à-dire qu'il faut que passer d'une compréhension intellectuelle à ce que vous avez entrevu, à ce que ça vous produit chez vous, et ce que ça change totalement chez vous. Et à ce moment-là, vous ne cherchez plus à persuader les autres. Vous les laissez... vous pouvez tendre un bras si vous sentez qu'ils se noient, certes, mais vous ne les obligez pas à prendre ce train magnifique dans lequel vous vous trouvez.
ou simplement vous pouvez dire, voilà, c'est super, c'est là, mais je crois que le plus fort, finalement, c'est comme le son de la musique, c'est ce qu'on n'entend pas. C'est-à-dire, il y a des paroles qui sortent de ma bouche, mais en fait, vous entendez d'autres sons qui ne sont pas les paroles que vous entendez de ma bouche. Et c'est cet autre son qui vous travaille et qui vous change. Et qui va vous dire, il va vous dire si c'est le bon train pour vous. Du coup, vos amis, ben, ça va faire peut-être une séparation entre des amis qui vont continuer l'aventure avec toi et des amis qui vont rester sur la gare, hein, sur le quai, en train d'attendre un autre train éventuel. Mais ça, on ne peut pas y échapper. Si on le prend sur un plan beaucoup plus haut que notre vie linéaire d'une petite vie triste et aplatie, en réalité, si ce n'est pas maintenant, ça sera plus tard, il n'y a pas de temps. Donc nous, on en souffre parce qu'on est dans un espace-temps avec des défauts d'affectivité, etc. Et donc on souffre de voir l'autre souffrir et on ne peut pas l'aider. Mais en réalité, il faut sortir de ces cadres-là, sortir du spatio-temporel. On fait tout péter dans la spiritualité, on fait tout péter. Je peux vous assurer, si je pleure depuis ce matin, là je pleure pas, c'est parce qu'il faut tenir le truc. Mais vous passez dans une machine, on vous met dans une machine, et puis c'est l'essorage, hein, direct. Hein. Donc c'est l'essorage. Après vous sortez, forcément, vous êtes bien essoré. Et voilà, tous les cadres dans lesquels vous croyez vivre auparavant se sont effondrés par un cheminement, toujours pareil. Hein. Ça peut arriver d'un coup. Hein. Il y a des gens qui ont des accidents, qui ont des trucs, voilà, des comas, etc., et qui changent totalement leur vie, mais c'est pareil, c'est un époché, c'est-à-dire ça prend un mur, et à partir de cette décorporation nécessaire, il y a une décorporation nécessaire. Dans la décorporation nécessaire qui constitue un mur à lui tout seul, la corporation, tant qu'on n'a pas ressenti qu'on était un océan, on est un mur. Donc l'expérience, la hard, qui consiste à nous décorporer, c'est pour nous retrouver dans des éléments fluides, où on voit qu'on est toujours vivant, mais on est dans des éléments très fluides, et comme on est dans des éléments très fluides, tout d'un coup, des connaissances nous apparaissent qu'on n'avait pas vues dans notre frigo. Voilà. Et donc, on revient de l'expérience forcément changé. Voilà. Et avec une soif de connaissance et d'amour à partager et d'amour à donner. Ça, c'est absolument... c'est le signe qui ne trompe pas. Et ce n'est pas uniquement vouloir que les autres fassent exactement comme nous. C'est tout simplement, ça rayonne, ce n'est pas vous qui rayonnez, ça rayonne parce que c'est devenu une nécessité. Voilà, c'est comme ça. Il y a plus à essayer de comprendre. On peut essayer de comprendre, mais ça limite toujours le spectre du vivant. Le vivant, encore une fois, notre corps, comme je disais tout à l'heure, il est capable de déceler jusqu'à 1 million de bits par seconde. Nous, notre moi, conscient, c'est 16. Bon, vous voyez la différence. Après, vous pouvez dire, mon corps, j'en ai rien à foutre. Continuez. Vous avez un appareil magnifique, énergétique magnifique, et cet appareil, il n'est pas contre vous, il est là pour vous montrer le chemin. Par les neurones, mais par toutes les pores de votre peau, par toutes les sensations, plus ou moins profondes, par tous ces capteurs que la science ne peut pas encore déceler. Nous sommes 99% d'eau. 99% d'eau. Dès que vous entendez des sons harmonieux, votre eau explose. Vous explosez de partout. Vous êtes en joie, totalement en joie, parce que vous êtes cet océan qui rayonne, parce que vous êtes de cette nature. Ce n'est pas parce que vous vous persuadez que vous êtes de cette nature, ou ce n'est pas parce que vous flippez de la mort que vous dites mais c'est bien de penser comme ça, parce que surtout comme ça, tous les jours, je me sens un peu mieux. Hein, et j'y crois pas du tout. C'est un cheminement, voilà. Mais voilà, c'est une très très bonne question et ça montre à quel point, d'abord les amis c'est très important et c'est très précieux. Moi je suis né sans amis. Je m'explique, j'avais mon frère. Mon frère, c'était ma chose. Ça me suffit, c'est moi le jouet. Peinard,
Il est dans l'assistance. Donc lui, ça lui allait bien d'être mon jouet. Donc c'est la complémentarité parfaite. C'est mon jouet. Lui, il est d'accord d'être mon jouet. C'est génial. Jouons. Mais le jouet, des fois, il se rebellait. Il ne faisait pas tout ce que je voulais. Alors je comptais. Je disais, à 10, si tu ne fais pas ce que je veux, tu vas charger. Et j'étais sadique en plus. Donc forcément, il suivait presque toujours. Il a toujours été plus costaud que moi. Mais vous savez, c'est un peu l'histoire de la baleine. Elle se voit comme une fourmi. Voilà. Lui, c'est une baleine qui se voit toujours comme une fourmi. Et moi qui suis une fourmi, je me voyais comme une baleine. Ça tient là-dessus. Voilà. Et donc, il n'osait pas se rebeller trop fort, parce que j'étais tellement sadique, il faut dire. Alors que lui, il aime tout. C'est pénible. Donc, j'avais pas d'amis. Je ne peux pas avoir d'amis. J'aime personne. Même pas moi. Si, moi, en surface. Mais je souffre au fond. Avant, bien sûr. Mais c'était avant, c'est une autre vie. Une autre vie. Voilà, mais c'est pour vous dire, voilà, oui. Depuis ce matin, je suis perturbée par cette histoire d'eau et d'océan. Parce que pour moi, H et O, H2O, c'est du vide. Et j'arrive mieux à concevoir les choses par rapport à le vide que par rapport à de l'eau. Okay. Et depuis ce matin, je nage très mal. Ok, très bien. Alors, il y a la propagation de la lumière se fait par le vide. La propagation du son se fait par l'eau. Et la propagation du son se fait d'autant mieux que l'eau se solidifie. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire qu'une eau cristalline, solidifiée, à l'état de glace, elle va à des proportions gigantesques transporter le son beaucoup mieux par rapport à sa cristallinité que dans son état fluide. Mais pour nous, qui sommes du côté de l'incarnation, l'eau nous sert de voie intermédiaire pour appréhender le vivant. Si nous sommes à 99% d'eau, l'arbre il est à 99% d'eau, la fleur aussi. Donc, par rapport à ça, nous ne sommes pas des espèces séparées. Nous entendons, mais nous n'avons pas la même façon de le manifester. Lorsque je vous disais que l'eau elle a une capacité sur 18 grammes de 1000 téraoctets, ça veut dire que nous avons en nous, même spatialement, dans le fait que ça soit de l'eau, nous avons la capacité d'avoir la mémoire de l'univers. Nous avons 13 milliards 500 millions d'années de l'univers, puisqu'ils ont voulu le mesurer. Ouais, on peut sortir le chiffre. Bon. Mais nous avons cette mémoire à nous. Donc cette mémoire, elle est nous. En fait, elle est à notre disposition et nous sommes cette mémoire. Donc l'eau, si tu veux, elle te permet, lorsque par exemple tu fais un travail sur toi et que tu veux méditer, bien sûr, tu vas pas travailler sur l'eau. D'abord, tu vas faire le vide mental, c'est-à-dire tu vas créer des intervalles entre les bruits. Donc il y a des bruits et tu vas créer du vide. Et en créant du vide, tu vas t'apercevoir qu'il y a de la lumière qui vient à toi. Et donc tu vas te sentir plein parce que la lumière, c'est toi aussi. Mais ton corps, il a besoin du son. Et lorsque, par exemple, tu médites, et que tu médites avec de la très belle musique, ou que tu écoutes de la très belle musique, ton corps va aussi réagir en temps réel avec l'accord et avec ce qu'il ressent par rapport à cette musique. Donc tu fais à la fois un travail sur le plan spirituel au niveau du mental que tu libères, puis tu enlèves les trucs, donc tu fais du vide, qui te permettent de faire en sorte que les connexions se fassent par la lumière. Mais aussi, ton corps, lui son langage, c'est l'eau. Voilà. Et l'eau, en fait, elle va faire que tu peux comprendre le merveilleux de la nature par cet intermédiaire. Si par exemple tu vois un arbre où tu te vois toi, où tu me vois là, et tu vois que c'est que du vide, ça va pas te transporter ton cœur. Ça va pas créer d'enthousiasme.
Parce que l'enthousiasme, ça veut dire c'est transporter vers le divin. Enthousiasme. Donc ça ne va pas créer cet enthousiasme. Et comme ça ne va pas créer cet enthousiasme, c'est pour ça qu'on peut utiliser des images intermédiaires, qui ne sont pas des images, ce sont des réalités, et qui font que cette réalité que tu es aussi, fait que tu vas recevoir des sons, et ces sons vont vibrer d'une certaine façon, et soit ils vont se combiner pour que ça fasse quelque chose d'harmonieux. Alors si en plus c'est un vide mental, c'est-à-dire que tu permets à la lumière d'entrer en communication avec l'eau, à ce moment-là, tu es dans la plénitude totale. Tu n'as plus besoin de rien. Tu es à la fois la lumière et l'eau. L'eau dans l'incarnation. L'eau qui s'est mobilisée dans une forme. Alors ils ont trouvé le 4e état de l'eau, c'est que l'eau est morphogénique. Donc ça veut dire que l'eau donne la vie, elle donne naissance aux formes. C'est-à-dire que vous avez le plan spirituel désincarné, c'est la lumière. Ensuite, ça devient de la lumière physique. Ensuite, c'est chargé d'informations et ça va passer par un intermédiaire, un récepteur. Ce récepteur qui est magnifiquement au point, c'est l'eau. Et l'eau va permettre toutes les formes de vie d'apparaître. Donc c'est pour ça, l'eau est notre ami et pas du tout notre ennemi. C'est notre ami parce que ça permet de ne pas se voir spirituel et désincarné. Ça permet d'accepter son incarnation. C'est comme si vous célébriez la vie et la spiritualité, c'est maintenant, c'est pas dans l'au-delà. Dans l'au-delà. J'ai pas fait exprès. Hein. Donc en fait, voilà, pour moi, c'est... Voilà, lorsque je vois ces images d'eau, de l'intelligence de l'eau qui reçoit la vibration telle qu'elle et qui la restitue et qui donne et qui redonne quelque chose, en fait, c'est nous, voilà, dans l'incarnation, et ça peut être absolument... Voilà. Je vous dis, si pour vous, lorsque par exemple vous écoutez le son, c'est pas de la lumière. Voilà. C'est qui va recevoir le son? C'est votre eau. Donc vous allez, par exemple, le cœur va recevoir l'information de ce son. Elle va recevoir même l'information du son sans avoir l'explication du bien-être que ça produit, ou non. Vous allez sentir de suite si c'est une aversion ou si c'est attractif. Parce que votre liquide intérieur ressent que c'est bénéfique ou maléfique. Et vous n'avez pas besoin d'explication, heureusement, parce qu'il faut que ça aille vite. L'explication, quand elle arrive, le train est déjà parti. Ça va? Ça va. Bon, t'es moins perturbé? Je pourrais dormir. Lorsqu'on se voit lorsqu'on se ressent, plus exactement comme un océan, c'est parce que c'est pour cesser de se voir petit et rabougri. Voilà. Par exemple, mais tu peux t'imaginer dans 18 grammes, ça suffit. 18 grammes d'eau, déjà, c'est absolument génial. Donc, tu as un contenant, tu as 18 grammes, tu as tes 1% qui font qu'il y a un contenant, hein, qui est plus ou moins rigide, ou plus ou moins souple, mais qui font que tu célèbres ton eau parce que tu ne t'opposes pas à ce que tu es dans l'incarnation. La spiritualité, ce n'est pas de s'opposer à l'incarnation, c'est de vivre l'incarnation pleinement et de ne pas avoir peur. On s'en fiche, on est de passage. Qu'est-ce que c'est? Cette eau, elle servira pour d'autres. Hein. C'est recyclé. L'eau, c'est une énergie qui se met d'une certaine façon. Puis ensuite, ça peut changer d'état, ça peut passer ailleurs. Ça ne vous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Si ça t'appartenait, par exemple, tu dis, c'est mon océan. En ce moment, tu as peur de le perdre. Ou on va peut-être te la sécher. Donc, si par contre tu dis, je suis l'océan, mais cet océan, ce n'est pas une possession, pourquoi on te le prendrait? Et comment on peut te prendre ça? On ne peut pas te prendre ça. Quand on pense à l'océan, on peut penser à la goutte d'eau. C'est aussi puissant, c'est aussi magnifique. La goutte d'eau, qualitativement, elle est aussi puissante que l'océan.
Mais pour comprendre et pour faire comprendre un ego, il a besoin de passer là aussi par le terme de la quantité. Parce qu'il ne comprend rien d'autre. Combien tu pèses, combien tu gagnes, combien tu es con. Ah, ils n'ont pas les balances. Ouais, ils n'ont pas inventé encore. Il n'y a pas besoin, mais au niveau de la conscience, vous le savez. Vous mesurez de suite. Hein. Il y a plusieurs zéros derrière. Ah oui, là, toi, tu as gagné. Tu as gagné le jackpot. Bravo. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur le travail sur soi, ou tu disais le travail sur le moi? Oui, ok. Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais je vais encore préciser. Il y a deux aspects. Il y a ce qu'on nous a fait croire qu'on est, et le moi est le réceptacle de cet ensemble qui a cru qu'il était identifié à tel personnage, avec tel masque, avec tel parent, avec telle culture, etc., etc. Et donc, il a tout un ensemble, toute une panoplie d'informations qui font croire à sa réalité. Voilà. Donc ça, c'est la réalité dans laquelle nous arrivons. Lorsqu'on travaille, on dit sur soi, en fait on travaille sur le moi, dans le sens où on sent bien au fond qu'on est beaucoup plus grand que ce qu'on a bien voulu nous limiter, finalement. Hein, c'est un peu comme si on avait des capacités gigantesques, mais avant de sentir qu'elles sont gigantesques, on les sent un petit peu plus grandes que ce moi étriqué. Donc c'est un peu comme la mue du serpent. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, dans ton épanouissement, tu vas ressentir que tu es étriqué dans ta peau. Donc tu vas chercher le moyen de te libérer d'un carcan pour chercher un nouveau moi. Voilà. On pourrait dire la peau, c'est comme un moi, mais au départ c'est un moi qui était totalement donné, quelque part, par rapport là où tu te trouves dans ta culture. Et ensuite, le travail sur soi, c'est toi qui vas te donner une nouvelle peau. Une nouvelle peau qui correspond mieux à tes affinités du moment. Et on pourrait dire que le cheminement spirituel, c'est apprendre à changer tout au long de son cheminement de peau, donc à muer en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire un pas vers votre être, vous allez sentir quelque chose qui va délibérément grandir et vous n'allez plus supporter des paroles, des jugements, des façons de vivre trop étriquées qui ne correspondent plus du tout à l'espace dans lequel vous vous trouvez. Voilà. Et à ce moment-là, vous découvrez un nouveau moi, si tu veux. Donc c'est un nouveau moi qui n'est pas encore spirituel, mais il a pris de l'espace, il a pris de la confiance. C'est-à-dire qu'il s'est un peu pris en charge ou pris en main. Au départ, finalement, tu subis un ensemble et après tu te prends en main. Et donc quand tu commences à te prendre en main et que tu suis de près, est-ce que ça correspond vraiment à l'ouverture du moment, à ton besoin réel, etc., etc., à ce moment-là, tu suis un processus de transformation. Voilà. Et ce processus de transformation va t'amener de moi à moi, de plus en plus subtil, jusqu'à ce que tu oses lâcher la peau. Voilà. Il faut lâcher la peau avant de mourir dans sa peau. Ça, c'est le chemin spirituel. C'est-à-dire qu'il faut mourir avant de mourir, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vos différentes étapes de transformation font que vous sortez du cocon, le corps étant un cocon, vous sortez du cocon et vous devenez réellement un papillon ou une libellule, c'est-à-dire que vous vous transformez dans un autre être. Donc vous vivrez plus du tout dans les mêmes façons de vibrer. Et vous êtes devenu aérien alors que vous étiez rampant. Ce sont des images de la nature qui nous aident à comprendre notre processus intérieur, entre l'imago, etc., et la transformation de la larve. Nous vivons dans un état larvaire, il faut bien le comprendre. Au départ, notre moi est tellement étriqué, on souffre parce qu'on est dans un état larvaire et on ne sait pas pourquoi on est là. Donc si on comprend qu'on est là pour finalement se libérer d'un cocon après une transformation, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une gestation, tout simplement, on est là pour renaître, on va vers une deuxième naissance, mais cette naissance, c'est toi qui te la donnes, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce truc attractif que je disais tout à l'heure, c'est à partir du moment où tu es persuadé que ta vie n'est pas celle que tu aspires, hein, cette vie, elle n'est pas pour toi, hein, tu es décalé, eh bien, tu vas déclencher des éléments qui vont petit à petit renforcer que tu as raison. Tu as raison, elle est décalée, elle n'est pas pour toi, et tu en as une meilleure qui t'attend. Et là, tu vas déclencher des mues et des transformations qui font que ton moi va être de plus en plus
de plus en plus le résultat ou la conséquence de ton cheminement et de ta transformation. Oui, En fait, c'est faire émerger notre vraie nature. complètement. Voilà, se dépouiller de tout ce qui fait que ce que l'on est Oui, et faire émerger ce qu'on est vraiment, voilà, notre vraie nature. exactement. Voilà. Le tout est de... souvent, en fait, il y a méprise où on se trompe de notre vraie nature. En fait, ces fameux cheminements de mu font que tu croyais que c'était ça ta vraie nature, mais en fait, il y en a encore d'autres. Hein, c'est un peu comme si on va de plus en plus loin dans ta vraie nature, elle n'est pas encore là. Donc au départ, par exemple, tu crois que ta vraie nature, c'est d'aider les autres dans tel ou tel degré ou tel truc, et en réalité, c'est encore un moyen intermédiaire. Voilà. Ta vraie nature est encore plus forte que ça, plus profonde que ça, etc., etc. Voilà. Donc il n'y a pas d'arrêt. Voilà. Il n'y a pas d'arrêt au cheminement, en fait. Le cheminement intérieur est sans fin. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait quelqu'un qui soit arrivé, qui soit libéré, qui se rende compte, qui soit éveillé, etc. Oui, mais le cheminement continue. Voilà, le cheminement est sans fin. Sans fin, sans fin. Toujours plus beau, toujours plus profond. On se rend compte que ce n'était pas sa vraie nature lorsqu'on s'est dégagé, justement. Au moment où tu te dégages, tu dis « Ah, mais je vivais avec cette peau et je ne me rendais pas compte. » Voilà. C'est au moment où tu oses que tu dis « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Eh bien, tu ne pouvais pas. Avant, ce n'était pas prêt. La mue du serpent, le serpent, il est là, il se balade. Il dit, aujourd'hui, c'est un bon jour pour changer ma peau. Et là, tu es là. Ben, elle n'est pas assez usée, il faut continuer. Allez, vas-y, il faut encore ramper son slip par terre. Voilà. Oui, parce qu'il y a des serpents qui sont comme Superman, les slips rouges. Donc, il rampe. Et puis, tant que le slip n'est pas usé, quand le slip est usé, vous savez, c'est comme des petites lumières. Ça vous avertit. Slip usé égale mue imminente. Magnifique. Là, franchement, vous m'épatez. C'était pour finir cette belle soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci. Et c'est un très beau son parce que c'est l'eau l'a entendu. C'est pas mon moi. Donc je ne me prendrai pas la grosse tête. Merci. Bonne soirée et à très bientôt. Merci.